Chères auditrices et auditeurs de Diaf TV, bonjour et merci de nous rester fidèles. Le décret présidentiel relaxant certains détenus de la prison de Kondengi et du Sahel s'est invité depuis hier à toutes nos conversations en famille ou entre amis. On savait jusqu'ici notre pays en possession d'autant de coachs de football qu'il y a d'habitants. Cela semble désormais aussi vrai dans le domaine de l'interprétation des décrets présidentiels. Certains quotidiens locaux ont d'ailleurs fait croire à travers leur une que la liberté des plus anciens et célèbres détenus du CED était effective depuis hier. Une aussitôt reprise par les médias relais d'information sur le web. Les échanges sur ce sujet alimentent jusqu'à ce jour encore l'essentiel des conversations dans les réseaux sociaux et autres forums de discussion. Chacun y allant de sa propre compréhension du décret pour dire exactement quel détenu célèbre en bénéficiera ou non. La rédaction de Diaf TV s'est donc rapprochée ce jour de deux experts, un politologue et un juriste, pour nous donner leurs commentaires de ce décret qui a presque fait oublier qu'on célèbre la fête de la réunification ce jour à Buea. Alors, bonjour docteur Chandan Tomner, merci de nous accorder votre temps précieux pour faire un commentaire sur le décret présidentiel relatif aux remises de peine de nombreux prisonniers aujourd'hui, signé par le président de la République camerounais, M. Paul Biya, hier. Peut-on aujourd'hui avoir, vous qui êtes donc expert en droit, juriste international, votre commentaire à la suite de ce décret signé hier par le président de la République? Je crois que il faut avoir une approche beaucoup plus simple, qui est celle d'abord du citoyen, qui est ensuite celle d'un défenseur des causes des droits de l'homme et des libertés fondamentales en général. Oui, pour les auditeurs qui vous suivent, pour les auditeurs, je précise que vous êtes le président de la CONICODI, qui est une commission indépendante pour les droits de l'homme. La commission indépendante contre la corruption et la discrimination. Et en troisième lieu, une approche qui est celle, bien évidemment, d'un universitaire soucieux de la bonne gouvernance et des changements politiques dans un sens qui permette, bien évidemment, à tous les citoyens d'espérer le bien-être, d'espérer une contribution effective, une participation à la construction de leur destin et au choix de ceux qui doivent conduire ce destin. Alors, je prends tout en même temps. Je dis, ce décret, d'abord, je ne dirais pas qu'il vient tôt, ni même qu'il vient opportunément. Je dirais simplement qu'il vient sans doute crédibiliser une thèse répandue, une thèse d'ailleurs devenue pratiquement générale, ici et à l'étranger, selon laquelle l'opération Épervier est une opération, a été dès le début, continue d'être une opération d'épuration politique, une opération destinée à briser, à éliminer d'éventuels concurrents ou toute personne ayant des ambitions dans ce sens. Bien évidemment, on va se demander pourquoi est-ce que des personnalités proches de la région et du chef de l'État sont les plus visés, mais c'est bien évidemment parce qu'à un moment donné, on a estimé que dans le contexte du verrouillage du système de gouvernance autocratique au Cameroun, un changement brutal ne pouvait être revenu que d'une révolution de palais. Donc en réalité des 26. Voilà la première dimension. La deuxième dimension de la démarche, telle que je l'amène, c'est de dire quand même que pourquoi avoir fait tout ce grand bruit pour si peu? Pourquoi avoir compromis sans doute les chances d'une amélioration effective du système politique camerounais
d'une réorganisation des rapports sociaux, d'une restructuration institutionnelle, en jetant autant de personnalités, de collaborateurs, d'anciens amis en prison. Mais c'est parce qu'ils étaient quand même reconnus coupables par la justice camerounaise, non, de détournement de deniers publics. Oui, non, mais écoutez, d'abord, vous connaissez ma position qui a été très clairement exprimée dans cette affaire. Tout à fait. Ce n'est pas, il ne s'agit plus de culpabilité, si vous voulez. Non, mais je voulais juste... Ceux qui sont en prison au Cameroun aujourd'hui, pour des faits de corruption, de détournement de deniers publics, ne sont même pas les 1 million de ceux qui sont à l'extérieur. D'accord. Les principales personnes dont vous parlez, dont vous évoquez les noms, dont on a beaucoup évoqué les noms à l'issue de ces écrans, bien évidemment, moi en tant que Camerounais ici, je peux vous dire tout de suite avec certitude, et n'en déplaise aux cités extérieures, que le fait de détournement des deniers publics était avéré. Il n'y a même pas de discussion là-dessus. D'accord. À l'occasion du sommet de l'OIA, ils ont fait des choses extrêmement graves. Mais simplement, je peux vous dire autant que ceux qui sont en ce moment aux affaires ont fait pire. Ce qui les font entendre en réalité que le problème n'est pas là. Le problème, c'est que le chef de l'État dispose. D'ailleurs, il existe près de 1500 dossiers au Conseil supérieur de l'État, bouclés et tout, qui n'attendent que le feu vert du chef de l'État. C'est-à-dire qu'à tout moment donné, appuyer sur quel bouton pour que monter l'individu en prison. La terminologie, c'est que la justice suit son cours. Voilà la réalité. Et dans le cas, par exemple, du chef Thierry Atangana qui fait tant de bruit, vous savez, ça a laissé une très très mauvaise impression ici. Parce qu'en réalité, le message, c'est les Camerounais peuvent être libres d'endiner avec plusieurs nationalités. Ils trouveront toujours à poser des actes et ensuite à se refuser derrière l'une ou l'autre nationalité. Voilà la réalité. Oui, mais est-ce que... oui. La question maintenant, si vous voulez, c'est que devient l'exploration éternelle, parce que c'était déjà une véritable moquerie populaire. Ça deviendra simplement maintenant une inutilité institutionnelle. D'accord. Oui, mais alors, vous parlez tout à l'heure de Thierry Atangana et de sa nationalité française. Est-ce que finalement, le battage médiatique, notamment le soutien des relais étrangers, la France, dont a bénéficié M. Thierry Atangana, ne porte pas un préjudice sérieux à l'examen serein de la question de la double nationalité par la classe politique camerounaise? J'ajoute qu'avec vous, en 2008, on a eu une interview où vous nous aviez annoncé l'avènement prochain de la double nationalité au Cameroun. Mais je veux dire, cette affaire est une véritable hérésie. D'abord, vous parlez à quelqu'un qui a participé à la réflexion à un niveau élevé. J'ai représenté le ministère des Relations extérieures dans le comité qui s'est réuni au ministère de la Justice pendant 5 années durant, quand j'étais encore aux affaires. Et ma position a toujours été qu'en réalité, combattre la double nationalité est une hérésie. Ça n'est pas de plus avec l'évolution du monde d'aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs que je suis toujours élevé. J'ai d'ailleurs demandé qu'on passe au minimum, à tout le moins, qu'on existe plus avec un Camerounais portant une autre nationalité de payer les visas pour entrer au Cameroun. Vous savez, nous sommes en retard sur ces choses-là. En 2008, quand je vous le disais, ce n'était pas une simple rumeur, c'était la vérité. Le dossier est sur la table du chef de l'État depuis longtemps. Le décret est prêt depuis. Pourquoi ne le signe-t-il pas? Mystère. Sans doute que les histoires telles que celle de Michel Thierry Atangana ont un peu complexifié ou à tout le moins fait reculer ces positions ou les retarder, mais nous ne saurions échapper à cette histoire-là. Vous savez, il ne plus simplement d'échapper aujourd'hui à cette histoire-là. Ça fait partie de l'évolution du monde. En fait, c'est même une bêtise. Je vous explique pourquoi. Parce que le fait de disposer de plusieurs nationalités n'empêche absolument pas un État, quand il le veut, de vous le retirer, de vous le contester. C'est un principe élémentaire du droit international. Il y a le principe de l'effectivité de la nationalité, de l'effectivité des éléments
qui rentrent dans la détermination de l'effectivité de la nationalité, qui font qu'en réalité, à tout moment, un État peut dire, bien que celui-là prétende qu'il est camerounais, français, allemand ou anglais, nous ne pensons pas que d'un point de vue de l'effectivité, il est effectivement de cette nationalité-là. Donc, nous, aujourd'hui, nous avons créé une situation dans laquelle on s'est enfermé à force d'éviter. Il ne fallait pas éviter cette question-là. Le monde aujourd'hui, les pays qui avancent sont les pays ouverts. Attendez, qu'est-ce que vous allez faire d'une... la petite analyse ici montre en réalité que beaucoup de nos dirigeants ont la double nationalité. Je prends le cas de ce chanteur-là, que j'admire beaucoup. Didier Yango. Didier Yango. Oui, c'est prendre le pied dans la masse. Ce jeune homme est la victime expiatoire d'une situation extrêmement ubuesque. Peut-être qu'à travers lui, on va résoudre un problème important. Des gens ici comme Patrick Boma, je ne cite que quelques cas, alors vous dites qu'il a son âge, le régime il a ainsi de suite. Bah, il y a beaucoup d'autres. Bien sûr. Donc, j'étais exactement au vu aussi de tout le monde lors des élections françaises. Ces personnes sont allées s'aligner au consulat de France pour voter. Ces personnes exercent des responsabilités, détiennent des charges nationales au Cameroun. Bon, maintenant, est-ce que, en réalité, on peut continuer dans cette voie discriminatoire qui fait qu'on peut aider pour un prisonnier, pas pour un autre, accepter la nationalité de l'un, mais pas celle de l'autre, accepter que des individus posent des actes, même tout en étant enveloppés de quelques précautions, mais qui sont des actes illégaux au regard des lois camerounaises, qu'on les tolère et qu'on sanctionne d'autres. Dans le cas de Michel Kiri à Canada, bah, écoutez, c'est un monsieur très fortuné. Aujourd'hui encore, j'ai une dame qui m'a appelé, qui protestait dans tout ce sens pour dire mais c'est pas normal, celui-là il n'est pas français, il a vécu ici, machin. Elle n'a pas le droit de le dire. Vous êtes libre, monsieur Ndaka, bien sûr, de faire prévaloir la nationalité qui vous plaît à un moment donné de vos activités ou de votre vie pour des intérêts que vous estimez des circonstances favorables ou non. C'est comme ça que le monde avance aujourd'hui. Mais une fois de plus, je vous dis, vous savez très bien que par exemple aux États-Unis, beaucoup d'Américains ayant la nationalité israélienne sont sous surveillance. De temps en temps, on en arrête, comme en prison pour espionnage. Vous avez la même chose en France, vous avez la même chose dans tous les pays. Donc, en réalité, le fait de reconnaître la double nationalité n'enlève en rien à un État ses prérogatives régaliennes en ce qui concerne les sanctions habituelles. Bien sûr, notamment, d'ailleurs, on sait que aujourd'hui, d'après la Convention de Strasbourg, hein, les États tels que la France, la Belgique, l'Allemagne ne peuvent pas s'immiscer dans des problèmes relatifs aux droits, notamment lorsque un double national, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui est franco-camerounais par exemple, qui est au Cameroun et qui est accusé ou qui est condamné pour des questions de délit, il ne peut pas bénéficier de la protection diplomatique française. C'est la Convention de Strasbourg qui le dit. Est-ce que finalement... Oui. Il y a beaucoup de comme ça. Mais je sais que dans la matière, légiférer, soit de manière bilatérale, soit se référer au droit international général, soit se référer à des conventions multilatérales qui sont, la plupart du temps, sur le biais des différentes réserves. Je pense que c'est comme cela. Mais le sentiment le plus répandu aujourd'hui au Cameroun, si vous lisez les titres de la presse nationale, c'est qu'en réalité, Paul Biya a cédé sous la pression des lobbies étrangers qui soutenaient ou exigeaient la libération de Michel Kiri à Tangana. On peut le dire, on pourrait le dire pour d'autres choses, mais nous avions dit, et c'est notre position au comité, nous avions dit depuis longtemps, d'ailleurs, tous les ans, régulièrement, nous avons écrit pour demander, pour rappeler, non seulement qu'il fallait rapidement faire passer à l'Assemblée la loi
relative à la reconnaissance à la double nationalité, ou à tout le monde la tolérance à la double nationalité, mais en plus de cela, la création de tout un département ministériel chargé d'établir de l'étranger. C'est extrêmement important. Ça, c'est un. De deux, nous avons, avec insistance, consistance et permanence, proposé au chef de l'État qu'il soit envisagé une grâce pour des personnes qui croulent en ce moment en prison. Vous savez, monsieur Ngatale, il y a des personnes comme monsieur Doto Angan, Oui. ancien directeur de Printemps, ancien ministre des Finances, monsieur Dieudonné Angoua, ancien directeur de télécommunications, monsieur Kaldia, Paul Haron, beaucoup d'autres qui sont morts en prison. C'est inacceptable, c'est dans notre conscience. Tout le Cameroun est pourri, monsieur Ngatale, corrompu, c'est un système. Vous ne pouvez pas, si en Afrique du Sud, on avait commencé par des procès de tous ceux qui avaient collaboré avec l'apartheid, on aurait simplement fait éclater le pays, qui veut dire, on ne peut pas refaire un pays par la voie de procès, surtout dans un contexte de mauvaise gouvernance ou de gouvernance autocratique. Au Cameroun aujourd'hui, vous avez des personnes, attendez, vous prenez l'exemple de M. Dekoya. Alors, faute de gestion, débat, tout ça, détournement de 2 milliards, il est en liberté, Mendezé est en liberté. Et vous avez des personnes qui passent au TTS pour 50 millions, 70 millions et qui sont en prison. Et ça ne marche pas. Donc, je veux dire quoi? Je veux dire simplement, nous avons dit depuis longtemps qu'il fallait faire table rase. Pas parce qu'on soutient la corruption, non. Pas parce qu'on soutient les deniers publics, simplement parce que le sens élevé des intérêts nationaux du Cameroun aujourd'hui, la voie d'une reconstruction réelle, d'une remise en cause, d'une refonte des institutions pour faire avancer le pays, ne passe pas par des procès. Pas du tout. D'abord, depuis qu'on met les gens en prison, nous ne voyons pas un seul fonds. Nous en sommes encore à nous endetter pour 80 milliards pour faire le point sur les bourses. Alors, en réalité, la masse de fortunes accumulées par des personnes plongées en prison, ou qui sont susceptibles d'aller en prison, dépasse plusieurs milliers de milliards Tout à fait. de francs CFA. Alors, il faut savoir ce qu'on fait. Aujourd'hui, concrètement, est-ce que vous pensez que ce décret, tel qu'on l'analyserait dans sa version la plus simple possible, aboutirait forcément à la libération de quelques détenus de renom? Si oui, lesquels? Je pense à Mouchipou, Etonde Koto, Engo. Je viens encore de... J'ai vu 3 étudiants tout à l'heure qui travaillent effectivement sur le TPS ou sur des questions qui sont venus me voir pour qu'on fasse une lecture. Tu dis décret, c'est ça? Commune de ce texte, oui, bien sûr, ça me paraît évident. Ça ne trompe personne. Ce décret a été fait pour la libération de M. Thierry Atangana et du professeur Petit Fédora. Ça, il n'y a même pas de débat là-dessus. C'est pour cela, il ne faut pas se cacher. Et vous savez, si vous avez suivi les affaires de prise d'otage, nous sommes en réalité, parce que nous sommes dépassés sur le plan diplomatique, parce que nous avons vraiment mauvaise presse sur l'arène internationale, nous sommes aujourd'hui à la recherche des voies et moyens pour plaire aux grands partenaires internationaux, aux grandes puissances. Vous dites à d'autres termes, nous sommes le pays aujourd'hui le plus à même de céder aux pressions des grandes puissances, France en tête, États-Unis ensuite. C'était notre question. Donc c'était notre question effectivement. Donc vous pensez que c'est une capitulation, c'est une absence de sérénité au sein du gouvernement face aux pressions de l'opinion internationale? Capitulation, non, le terme de ne pas approprié. C'est une évolution logique au regard de la fonction interne et même internationale du régime politique régnant au Cameroun.
c'est une évolution logique. Je pense que il y a un certain nombre de décisions d'investissement d'ailleurs, aujourd'hui, sur le plan économique, qui vont dans le même sens. Je peux vous parler, par exemple, de la question de la semaine à Actis. Vous savez, Actis n'est pas un opérateur technique. Actis est un fonds spéculatif. C'est une catastrophe. C'est-à-dire que vous, M. Ngassalo, demain, n'importe vous allez vous rendre compte que n'importe quel bandit à Toronto, à Bangkok, à New York, ou bien à Canberra, est devenu propriétaire d'une partie des infrastructures énergétiques et électriques du Cameroun. C'est ce qui va se passer. Il suffira d'acheter des actions actifs à Londres, à New York ou à Zurich. Ce n'est pas une opération technique, malheureusement. C'est une catastrophe. Alors, ce sont des décisions qu'on a le même sens aujourd'hui. Et on ne sait absolument pas du terrain réel, quel réseau il est en ce moment notre système de gouvernance. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on est devenu tellement faible, tellement impopulaire, qu'en réalité, aujourd'hui, nous sommes assujettis à des pressions incontrôlables. Alors, on arrive presque à la fin de cette interview. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on sait combien légendaires sont les lenteurs dans les applications des décisions de justice, dans les applications des décrets, même quand ils sont présidentiels, est-ce qu'on peut espérer à une mise en pratique rapide du décret signé hier par le chef de l'État? Si oui, combien de temps faudrait-il encore pour savoir, pour avoir tous ces... Je peux vous dire, il y a une relation de cause à effet. Et quand vous parlez d'espérer, attendez, les décrets ont été, signé pour, ça ne sera, il faut aucun doute que le processus, d'ailleurs, Chiron m'en a fait la petite détournée, il se trouve à Béliaoui, où le chef, en même temps que le chef de l'État, il n'a pas pu donner, accorder une interview aujourd'hui avec le mot qu'il a utilisé par hasard. Vous comprenez que ça a été commandité. Donc, ce décret va être mis en application assez rapidement, je peux vous dire tout de suite. Et là, je peux vous dire aussi que même pour le magistrat, ça va poser un problème important. Retenez simplement que le sentiment général, c'est d'un point de vue populaire, c'est la capitulation, mais vu sous un angle analytique assez poussé, c'est une évolution logique. Vous avez un régime devenu très faible, à la limite impopulaire sur le plan international, qui aujourd'hui est capable, pas capable d'être prédisposé à céder à toutes sortes de pressions. Et sur ce plan-là, vous voyez très bien que le ministre français de la Défense, d'ailleurs, ça vaut pour les États-Unis, tourne autour du Cameroun et ne s'arrête jamais ici. Les pressions ont été très fortes dans le décret sera appliqué intégralement. Malheureusement, pour le Camerounais lambda, c'est une déconsidération complète, mais alors de l'ensemble du système. Alors, le dernier point, Maître Tricot disait il y a quelques heures seulement que la libération de son client n'est que le préalable à son indemnisation et que il y aura des sanctions. Attendez. Je pense que il va un peu trop vite en besogne. On parle quand même de plus de 400 milliards de francs CFA qui sont en jeu. Oui, attendez, il va un peu trop en besogne parce que c'est quand même des personnes qui ont géré. Vous savez, le nez du problème du Michel Thierry, c'est quoi en réalité? Et je pense que même au sein de la diaspora, beaucoup de gens ont disserté dessus sans jamais rien comprendre. À la veille du sommet de l'IA, l'ancien secrétaire général, donc c'était son patron, Monsieur Tutu Cézois, avec une gentille de correspondance aux sociétés d'État, il y a un certain nombre d'organismes. pour financer des contributions sur les institutions chefs de l'État. Ils avaient ouvert des comptes dans lesquels ces sommes ont été versées. Je pense que
ça ne souffre pas de beaucoup de contestations sur ce plan-là. Mais toute proportion bien gardée, les avocats qui sont interrogés, parce que les grands procès au Cameroun risquent d'être pris bientôt. On risque de ramener tout cela un jour sur la table pour voir où est passé l'argent des Camerounais. J'ai peur que ces avocats-là n'aient pas complètement raison. Parce que, en plus, il ne faut pas pousser le bouchon trop loin, hein, parce que beaucoup de Camerounais croupissent en prison. Pour ces Camerounais-là aujourd'hui, la question c'est, ah mais ça veut dire qu'il suffit d'aller s'envelopper d'une nationalité étrangère quelque part pour venir ici poser impunément des actes illégaux et ensuite obtenir sa libération sous la pression internationale. Voilà ce qui a été dit au Cameroun. Et ensuite, sur le plan interne ici, les investissements physiques de MTA sont nombreux. Hein. C'est fait visiblement, ils sont payés pendant tous les cas en prison. Donc, il faut être assez réservé sur les conclusions hâtives que l'on peut tirer de la suite. C'est vrai que ça va modifier complètement ce qui concerne l'analyse et la vision que les gens ont de la lutte contre la corruption. Ça va renforcer les conditions situatives que l'on fait déjà. Ça va renforcer la décrédibilisation du système et du régime. Ça va enfin ouvrir la porte à toutes sortes d'aventures sur le plan institutionnel. N'oubliez quand même pas que chaque fois qu'un régime fait des business, de nombreux autres réseaux guettent sa paix auquel il arrive. Ouais. Merci beaucoup, Dr Chandan Tomner, d'avoir accepté de commenter pour nous ce décret présidentiel signé hier par le chef de l'État. Nous vous remercions encore. Merci et tous nos remerciements à la rédaction, notamment M. Graou Kuchukwachet et également l'increvable et inoxydable Alain Jules.